Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV à l'occasion de cette nouvelle édition de La Grande Question, émission qui questionne les phénomènes d'intérêt social majeurs. La libre circulation des personnes à l'épreuve de la zone de libre-échange continentale. Tel est le thème choisi pour échanger avec nos panélistes aujourd'hui pour votre programme culture. Alors que la ZLECAf, le secrétariat de la ZLECAf a lancé le 7 octobre dernier l'initiative sur le commerce guidé, l'on parlait encore il y a quelques jours, l'on dénonçait véritablement l'expulsion de Camerounais du côté de la Guinée équatoriale. Quel est donc l'état de la libre circulation des personnes et ou des biens en zone ZLECAf? Comment capitaliser sur les initiatives existantes dans d'autres espaces régionaux? Tel est le cœur de notre émission et sur d'autres questions, nous échangerons avec nos panélistes. À cet effet, nous recevrons déjà le docteur Arsène Ekomengue, docteur en droit public, spécialiste des questions d'intégration régionale et de droit de la commande publique, auteur d'un article sur le statut constitutionnel de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Bonsoir, docteur Ekomengue. Bonsoir, Fabrice. À ma gauche, nous avons M. Thierry Ndong-Ona, que l'on ne présente plus, bien évidemment, journaliste, directeur de publication du journal L'Intégration. Bonsoir, M. Ndong. Bonsoir, merci pour l'invitation. Nous avons également à ma droite M. Konaté Abdoul Aziz, premier vice-président du syndicat des commerçants du marché central de Douala. Bonsoir, M. Konaté Abdoul Aziz. Bonsoir, M. Patrice, merci pour l'invitation. D'accord. Alors, depuis Paris, nous sommes avec M. Benjamin Alham Minda, doctorant en droit international public et auteur de l'ouvrage intitulé « La coopération intra-africaine, étude à l'aune de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale » publié chez L'Harmattan. Il nous rejoindra certainement en cours du programme avec l'aide de la technique. Déjà, pour fixer le cadre de ce programme, nous ici de commencer par une clarification du concept fondateur de ce programme, en l'occurrence celui de la libre circulation. Docteur Ekomengue, qu'entendons-nous par libre circulation? Merci pour la parole, on va passer la parole pour faire cette petite clarification conceptuelle. Généralement, nous les scientifiques, ça peut être considéré comme, une déformation académique, de toujours vouloir comprendre le sujet sur lequel nous étendons, afin de mieux le cerner et de mieux apporter une réponse à la problématique. Déjà, nous avons d'un côté la libre circulation des personnes, de l'autre côté, nous avons la zone de libre-échange continentale d'Afrique. Il faut dire que le processus d'intégration met en exergue trois techniques. Nous avons les zones de libre circulation qui est le plus petit niveau. On appelle la zone de libre circulation de base qui revient à une forme où les pays s'entendent à éliminer ou à abaisser les barrières tarifaires ou commerciales. Ça, c'est ça la zone de libre-échange. Au-dessus, nous avons ce qu'on appelle l'union douanière. L'union douanière jumelle au même moment la zone de libre-échange, mais également l'union décide de fixer un tarif douanier extérieur. C'est-à-dire les pays qui sont extérieurs à l'union douanière, l'Union décide d'appliquer le même tarif. Je vais prendre un exemple simple. Le Cameroun et le Gabon font partie d'une union douanière. Et peut-être le Congo ne fait pas partie. L'union douanière Cameroun-Gabon décide de fixer un tarif extérieur pour tout ce qui entrera dans cet espace douanier. C'est ça qu'on appelle l'union douanière. C'est-à-dire l'union douanière jumelle au même moment la zone de libre-échange, mais également un tarif douanier extérieur commun. Et au-dessus, pour aller plus loin dans le processus d'intégration, on a ce qu'on appelle le marché commun, ou dans d'autres cieux, le marché unique. Le marché unique implique la zone de libre-échange,
l'union douanière, mais également quelque chose d'autre qu'on appelle les libertés de circulation. Parmi ces libertés, on a la liberté de la libre-échange, la liberté de circulation des marchandises, des services et des personnes. Dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous sommes dans la zone de libre-échange continentale. Elle est la résultante de l'ambition de l'Union africaine de créer une communauté économique africaine. Et la première phase, c'est créer une zone de libre-échange. Et dire libre-échange, c'est éliminer, abaisser les barrières douanières qui existent entre tous les États partis à cet accord. C'est pour ça que on peut dire déjà que ça sera difficile de réussir à jumeler les deux notions, la liberté de circulation des personnes et la zone de libre-échange. Mais d'une façon implicite, on peut trouver un lien. Puis ce qui dit zone de libre-échange, ça veut dire entrer dans le territoire communautaire des marchandises. Les marchandises ne se transportent pas seules. Il y a donc une forme de circulation également des personnes et des services. C'est dans ce cas-là qu'on peut, d'une façon implicite et indirecte, questionner la libre circulation des personnes dans les communautés économiques régionales. Les communautés économiques régionales qui ne sont pas toujours l'œuvre de l'Union africaine. C'est ça le problème. La problématique ici, elle est sur deux volets. Le premier volet, c'est de questionner les politiques communautaires régionales à l'épreuve de la zone de la libre-échange continentale. En se disant déjà d'abord que certaines communautés économiques régionales ne sont pas une initiative du plan de Lagos qui avait planté les décors d'une communauté économique africaine en promouvant la création des communautés économiques régionales. C'est pour ça qu'en Afrique centrale, on aura la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, on aura la CEDEAO, de l'autre côté, la SADC et autres. Sauf que, à ces communautés économiques régionales que le plan de Lagos a initié, a provoqué dans son œuvre de créer une communauté économique africaine, on a d'autres communautés économiques qui sont nées. Par exemple, en Afrique centrale, nous avons la CEMAC, qui, il faut le dire, n'est pas officiellement reconnue par l'Union africaine comme une communauté économique régionale, telle que pensée dans le plan de Lagos. Nous avons en Afrique de l'Ouest l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, qui est dans le même cas. Donc, premier volet est questionné dans cette politique économique des communautés régionales, à l'aune des zones de libre-échange, surtout que certaines communautés économiques n'ont pas la même politique. La zone de libre-échange continentale peut décider d'éliminer les barrières, alors que certaines communautés ont juste décidé d'abaisser les barrières. C'est-à-dire on n'élimine pas, on réduit à un prix abordable pour eux, les pays qui sont partis ou membres de cette communauté. Oui, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème maintenant, c'est celui qui nous concerne. Comment, avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale, les libertés de circulation des personnes, c'est de ça qu'il s'agit, seront soit accentuées, c'est-à-dire plus fluides, soit rencontreront des obstacles. Je pense que c'est là les deux volets des interrogations qu'on peut faire. Merci, docteur Ekomengue. Alors, monsieur Thierry-Ndong, le docteur Eko relevait tout à l'heure qu'il y a une pléthore d'organisations régionales au niveau africain. Il faut noter que l'Union africaine n'en reconnaît que 8. Pourtant, on dénombre une 14aine d'organisations régionales. Qu'est-ce qui peut expliquer cette explosion d'organisations régionales, d'autant qu'elles ne sont pas harmonisées en termes de politique, en termes d'efficacité ou bien de projet? Merci. Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que
l'on se retrouve avec des communautés économiques régionales différentes dans une même partie du continent. Il y a, entre autres raisons, il y a l'héritage colonial. Ne jamais oublier que la plupart des pays que nous avons aujourd'hui sont nés des cendres de la colonisation. Je prends le cas de l'Afrique centrale. Ce qui est aujourd'hui CEMAC, c'est-à-dire Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, a pour ancêtre l'AEF, Afrique équatoriale française, qui était le regroupement des pays francophones de la zone équatoriale. Donc, lorsque la colonisation est arrivée à son terme, ces pays qui avaient déjà une habitude de regroupement dans le cadre de l'Afrique équatoriale française, en Afrique de l'Ouest, c'était l'Afrique occidentale française. Donc, ces pays qui avaient déjà une tradition de regroupement ont continué à cheminer ensemble dans le cadre de ce qui était appelé l'union douanière. Ils ont gardé une unité douanière qui existait déjà pendant la colonisation. Ils l'ont gardée après les indépendances. Et cette union douanière est devenue UDEAC et a abouti à CEMAC. Vous voyez donc qu'il y a l'héritage colonial qui peut expliquer en partie le fait qu'on se retrouve avec une foultitude de communautés. Et lorsque cette CEMAC se met en place, vous verrez très bien que c'est les pays francophones qui ont été colonisés par les francophones. Dans l'espace Afrique centrale, ils gardaient donc leur communauté qui existait déjà à l'époque coloniale et qui n'était que douanière. Pourtant, dans l'Union africaine, qui avait pour ancêtre l'OUA, a coupé l'Afrique en 8 communautés. C'est comme l'OUA procédait comme si c'était un gâteau. Il a pris le couteau, il a coupé. Il a dit, l'Afrique, je la découpe en 8 communautés économiques régionales. Et c'est ces communautés économiques régionales qui vont travailler à ce que l'Afrique devienne unique sur le plan du marché, unique sur le plan de politique, unique sur le plan économique. Vous voyez, pour répondre un peu à votre question. Alors maintenant, dans le cas de l'Afrique centrale, il y a l'héritage colonial, je l'ai dit, il y a les contraintes économiques, il y a les contraintes sécuritaires qui amènent à créer des regroupements. Il y a des contraintes sécuritaires. J'ai dit, il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes politiques. Les contraintes politiques venant par exemple de l'OUA, qui a fini par accoucher de l'Union africaine. Alors, l'idée derrière tout ça, c'est que l'Afrique qui a été divisée pendant la conférence de Berlin, dans les années 1884. L'Afrique qui a été colonisée, qui a reçu plusieurs influences françaises, espagnoles, portugaises, allemandes, anglaises, toutes ces influences ont marqué l'Afrique, ont, disons-le, émietté le continent. Et lorsque les indépendances sont arrivées, la question s'est posée de savoir, le colon ou alors les colons sont partis, comment on s'organise pour bien fonctionner, pour être un continent cohérent, pour être un continent fort, pour être un continent qui fait face aux adversités extérieures. Il y a eu des débats
entre le bloc de Casablanca et le bloc de Monrovia. Certains disaient États-Unis d'Afrique, d'autres disaient non, l'Afrique État fédéral. Donc, il y a eu des débats et finalement, la formule de l'OUA a été adoptée et qui était une formule qui coupait un peu la poire en deux en disant bon, on ne fait pas d'État fédéral, l'Afrique ne sera pas un État fédéral avec des États fédérés, l'Afrique ne sera pas non plus les États-Unis d'Afrique. On trouve une formule intermédiaire qui va permettre à l'Afrique, sur le moyen et le long terme, de travailler pour devenir un seul État. Un seul projet. On a donc mis en place ces communautés qui, normalement, doivent travailler pour qu'on atteigne l'objectif d'un seul et puissant État. Aujourd'hui, est-ce que le projet marche? Est-ce qu'il n'a pas marché? Nous ne sommes pas là pour évaluer. Je reviens donc à la libre circulation des biens des personnes pour dire que vous avez posé deux problématiques. La problématique de la ZECLAF, la zone de libre-échange continentale africaine, qui est en train de se mettre en place et qui a pour but de faire de l'Afrique l'un des plus grands marchés. Il ne faut jamais l'oublier, c'est le marché, l'un des plus grands marchés du monde. Parce que c'est un marché qui, à terme, aura 2 à 3 milliards d'habitants, de consommateurs, considérant que tous les habitants du continent africain sont des consommateurs. Donc la zone de libre-échange est en fait là pour faire de l'Afrique un marché où les biens et les hommes peuvent circuler sans problème. C'est ça la zone de libre-échange continental. Mais il faut signaler que cette ZECLAF vient trouver déjà les projets de l'OUA qui sont devenus ceux de l'Union africaine, à savoir faire de l'Afrique une zone intégrée en procédant par les communautés économiques régionales. Parce que les différentes communautés économiques régionales qui ont été mises à travers le continent ont pour ambition de travailler à ce que l'Afrique devienne une zone intégrée, c'est-à-dire où les marchandises, les hommes, les capitaux circulent dans tous les sens sans souci. Alors, est-ce qu'on peut finalement, pour le cas de l'Afrique centrale, dire qu'est-ce qu'on peut dire de la zone de la libre circulation des biens des personnes? Je voudrais ici dire que c'est une circulation des biens des personnes, elle est à plusieurs vitesses. Selon qu'on est dans la zone CEMAC ou qu'on est dans la zone CAC. Au sein de la zone CEMAC, la libre circulation des biens des personnes est actée. Elle est effective sur les textes, sur la réglementation et même sur le fonctionnement, même si tout n'est pas, même s'il y a encore des goulots d'étranglement, même s'il y a encore des contraintes. On peut dire, sur la base des textes en vigueur, sur la base de la volonté politique, sur la base des faits, on peut dire qu'elle est là, la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Maintenant, si on ouvre au-delà du territoire de la CEMAC, le territoire de la CEMAC étant composé de 6 États, oui. Celui de la CAC étant composé de 11 États. Donc, si on ouvre à l'échelle de 11 États, est-ce que cette libre circulation des biens et des personnes est effective? La question peut se poser. On peut répondre que cela ne l'est pas totalement. Ça reste un chantier sur lequel les politiques, les populations, les acteurs de la société civile, où tout le monde travaille, mais il y a encore de gros blocages. Et pourquoi il y a des gros blocages? Parce que, je vous disais, la CEMAC, c'est
une affaire, c'est un héritage colonial français, en dehors de la Guinée équatoriale, qui a été colonisée par l'Espagne. Les autres 5 pays sont colonisés par la France, plus ou moins. Et donc, ça fait qu'ils ont des habitudes qui se rejoignent, ils ont une monnaie qui se retrouve, ils ont un parent qui est unique. Donc, c'est facile. Alors que quand on ouvre à la CAC, on se retrouve avec d'autres influences, d'autres habitudes, d'autres comportements, d'autres façons de faire qui sont différentes. Quand vous avez un pays comme l'Angola, qui a été colonisé par le Portugal, c'est toute une autre façon de faire. C'est une autre monnaie, c'est une autre langue, c'est des habitudes différentes. Donc, vous comprenez que c'est compliqué. Quand vous avez un mastodonte comme la RDC, qui est un pays continent, avec un héritage colonial belge, c'est des façons de faire différentes. Donc, l'harmonisation de tout ça se fait doucement, progressivement. On espère qu'avec la fusion annoncée de la CEMAC et de la CAC, les choses vont davantage se mettre en place pour que, à terme, donc, l'Afrique centrale soit une seule communauté économique régionale qui travaille donc à la libre circulation des biens des personnes, des capitaux, et qui permettent à l'Afrique centrale de se préparer à entrer dans la ZICLA, qui est ce grand marché de 2-3 milliards de consommateurs sur le continent africain. Merci. Alors, Monsieur Abdelaziz, après cette présentation du cadre de la libre circulation au sein de l'Afrique centrale, êtes-vous directement d'accord avec cette perception de M. selon laquelle la libre circulation est effective? Au plan des textes, il a bien souligné, au plan des textes, au plan du fonctionnement, à part quelques boulots d'étranglement, mais de manière générale, comment le ressentez-vous, vous qui êtes un acteur de premier plan, comme acteur économique notamment, comment le sentez-vous? Merci pour la parole qui m'est donnée. Il faut dire que il y a particulièrement un secteur qui, je pense, résume ce qui a été ici annoncé et même d'ailleurs suffisamment détaillé par mes prédécesseurs. C'est l'aspect économique. L'aspect économique, le fonctionnement économique dont la zone CEMAC déjà et la communauté bien évidemment de la CAC. Il y a 3 problématiques que nous observons sur le terrain. C'est la faiblesse infrastructurelle, le pouvoir limité des institutions communautaires et justement la non-diversification de l'économie, des activités économiques. Ceci a pour incidence directe de ne pas permettre à la plupart des États de cette communauté, je parle précisément de la zone CEMAC, pour ne rester que dans le cadre de la CEMAC, de pouvoir effectivement se préparer à ce grand défi qu'est la ZLECA. Pourquoi je le dis? Vous avez une première problématique qui est au niveau même de la formation des agents publics, c'est-à-dire que les fonctionnaires, ceux qui sont, je parle là de la douane, je parle là des services de contrôle qui sont en service dans nos frontières, dans les différentes frontières. Ils ont une difficulté à pouvoir, il faut un recyclage, parce qu'il faut déjà même qu'ils s'approprient l'esprit, n'est-ce pas, de ce qu'est les échanges communautaires. Et donc, du fait justement de cette faible préparation-là des acteurs concernés, on observe un certain nombre d'irrégularités. Il y a généralement une contradiction entre les textes, entre les textes et l'application, la matérialisation sur le terrain. Vous avez jusqu'ici, je le dis comme ça, il y a moins d'une année, il y a moins de 2 ans, moi, pour aller encore au Gabon, je payais le visa de 50 000 francs. Je ne sais pas si ça a changé. Il y a combien de temps? Il y a moins de 2 ans. Ça a changé. Voilà, je ne sais pas si ça a changé entre-temps.
Mais pour la plupart des marchandises qui viennent, je prends par exemple de l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique centrale, ce qui a un important trafic. Oui. Vous avez un certain nombre de résistances sur justement la capacité à pouvoir appliquer justement le droit communautaire en matière justement de libre circulation. Vous avez un commerçant qui va faire ses achats, un exemple pratique à Cotonou, au Nigeria. Quand il arrive à la frontière Cameroun, il y a un certain nombre de taxes auxquelles il est soumis, ce qui est normal. Et malgré qu'il ait, parce que un laissez-passer ou qu'il peut avoir une autorisation, je prends un exemple, là j'ai parlé de l'Afrique de l'Ouest, mais je pourrais aussi le dire par exemple pour ne serait-ce que le Gabon. Je peux faire des achats au Gabon pour rester dans le cadre de la CEMAC. Si j'arrive au Cameroun, à la frontière, il y a un certain nombre de taxes que je dois payer. Ayant déjà dédouané, bien évidemment, la marchandise, par exemple, à Libreville, si c'est arrivé par le port de Libreville. Il y a même la difficulté des fonctionnaires sur le terrain, notamment les douaniers surtout, justement. Et là, c'est très important parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'abaissement d'un certain nombre de procédures douanières. Il y a justement pour cette administration-là principalement beaucoup de difficultés à absorber justement l'esprit de ce libre-échange-là dans la forme du droit communautaire tel qu'il est présenté. Et donc, de ce fait, ça crée généralement ce qu'on observe par effet fractal au niveau des instances juridiques, beaucoup de plaintes. Vous avez très souvent, on l'observe un peu quand on va au niveau, que ce soit dans les tribunaux administratifs et autres, quand on voit généralement les plaintes qui ressortent, on comprend que très rapidement, c'est parce qu'il y a une incompréhension en la matière. Mais au-delà de ça aussi, on peut expliquer, comme l'a dit M. Thierry tout à l'heure, on peut aussi comprendre cela par le fait que les États africains aujourd'hui, particulièrement, qui doivent se mettre dans l'esprit ou la vision de cette ZLECA telle qu'elle est en train d'arriver, telle qu'elle est en train de s'implémenter, il faudrait se préparer beaucoup plus sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir lâcher du lest un certain nombre de sources de revenus dans une communauté, il faut déjà avoir de la matière, en matière de production, il faut déjà avoir sur le plan économique, il faut déjà avoir de la ressource. Alors, nous observons que nous avons encore une très faible économie et c'est là où la question se pose. Toute l'interrogation c'est de savoir que dans une zone de libre-échange, il faudrait pouvoir avoir quelque chose à proposer. Or, nous sommes dans une configuration ici où pour le moment, en matière d'industrie, en matière de transformation, c'est encore assez faible. Pour ne parler que du cas de la CEMAC. Donc, si nous nous retrouvons dans une conflit, et d'où on peut expliquer donc les conséquences aussi politiques, parce que effectivement, le côté politique a, bien que la volonté y soit, a très certainement des difficultés à pouvoir se retrouver dans un marché où on a très peu de choses à proposer. Et par contre, on en a beaucoup plus à recevoir. Donc, l'échange semble pour le moment en tout cas pas être équitable, d'où justement cette résistance que nous observons à pouvoir implémenter un certain nombre de décisions. Parce que quand on va dans les textes, quand on parcourt l'esprit de ce qui a voulu, de ce qui veut se mettre en place au travers, bien évidemment, de cette ZLECA ou alors les zones communautaires, il y a effectivement une volonté de vouloir passer à autre chose, de vouloir effectivement implémenter une vision complètement intégrée du continent. Mais parce qu'il y a l'aspect économique qui est un véritable rouleau d'étranglement où il faut absolument que nous nous mettions dans la politique de transformation, dans la vision de transformation de nos ressources et même d'implémenter un certain nombre d'industries. Véritablement, le mécanisme d'industrialisation ne doit pas être qu'un slogan.
Il doit traverser les barrières de slogan et aller dans la volonté concrète de se matérialiser. Parce que de là va permettre à ce que, effectivement, bien des États soient dans une certaine confortabilité à vouloir ou pouvoir échanger. Parce que quand on parle d'un marché d'1,3 milliard d'habitants en montant, il faut quand même avoir de quoi proposer. On ne peut pas être simplement un pays consommateur et on a l'ambition de vouloir entrer dans une zone de libre-échange où on a très peu de choses à offrir. Maintenant, le point d'interrogation que nous avons ici, c'est pour nous qui observons, qui sommes les acteurs de plein pied de toutes ces mesures-là, ces bonnes mesures qui sont en train de se mettre en place. C'est est-ce qu'on ne serait pas ou est-ce qu'on ne risquerait pas de tomber un peu dans les mêmes pièges de ce qu'on est en train de voir se passer du côté de l'Union européenne? Parce qu'effectivement, on a eu des États qui ont eu la volonté de se regrouper, qui se sont mis en place, mais on a très vite vu que, justement, du fait de ce que certains États avaient traîné un peu le pas, et cela n'était pas toujours favorable, justement, à la vision globale de ce qui était en train de vouloir se mettre en place, il y a commencé à avoir des réticences et justement, certains ont commencé à matérialiser leur sortie de cette Union européenne-là parce qu'ils ne trouvaient pas leur intérêt pleinement à pouvoir y rester. Alors, est-ce que nous ne sommes pas en train de mettre la charrue avant les bœufs? C'est très certainement ce que techniciens en la matière ici auront l'occasion de pouvoir nous édifier. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord véritablement revoir, penser le socle déjà du fonctionnement des États régionaux? Est-ce qu'il ne faudrait pas le penser? Parce que il a été souligné ici tout à l'heure quelque chose d'assez pertinent. C'est le conflit juridictionnel qu'il va avoir entre la ZLECA justement et les organismes régionaux. Comment est-ce que ça va se passer? Parce que déjà, on n'en a pas fini avec l'implémentation complète du fonctionnement des États régionaux en question. Alors maintenant, s'il faudrait que la ZLECA vienne aussi se mettre en marche, comment est-ce que cette jonction va se faire? Comment est-ce qu'elle va pouvoir fonctionner? C'est-à-dire que nous avons encore là une autre équation qui est en train de se mettre en place alors que nous n'avons déjà pas résolu la première, qui est jusqu'ici encore d'actualité. C'est là les difficultés que nous avons parce que quitter, ne serait-ce que pour rester dans la zone CAC, quand vous êtes en train de faire des activités d'échange dans cette zone-là, vous rencontrez encore beaucoup de barrières. Déjà, elles sont souvent dues à la nature linguistique. Vous avez aussi, bien évidemment, les mœurs. Et vous avez donc le plan juridictionnel. C'est-à-dire que vous comprenez que la phase d'implémentation en elle-même a encore beaucoup à faire. Et donc, il faut souvent s'adapter ou il faut se réinventer. C'est les difficultés que les acteurs, en tout cas, qui nous reviennent constamment du terrain et les différentes descentes que nous faisons souvent parce que nous avons aussi les acteurs de la sous-région qui viennent au local du marché central s'approvisionner généralement, où nous avons des marchandises qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup plus. Et nous rencontrons généralement ces difficultés-là. Donc il y a cette problématique qui fait problème, il faut le dire ainsi, qui fait problème. Et on en vient donc à se poser une question. Est-ce que, et j'espère en tout cas, le docteur aura l'occasion de nous édifier sur ce plan-là tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de revoir le projet de l'Union des États africains? L'Union des États africains, parce que si on veut entrer aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas aussi un pan? Est-ce que ce ne serait pas une piste de solution? Est-ce que cela ne viendrait pas? Parce que pour parler de zone de libre-échange, il faudrait qu'effectivement nous soyons suffisamment structurés, suffisamment organisés. Nous avons des textes qui sont là, qui sont la matérialisation d'une volonté concrète de vouloir échanger entre communautés régionales. Maintenant, est-ce qu'il y a sur le principe
de l'application, est-ce que tout a été réuni? Parce que, une fois de plus, quand on entre à l'intérieur, par exemple, pour ne parler que de l'organisation africaine, vous allez voir que nous avons beaucoup de partenaires qui interviennent. Nous n'avons pas forcément un accompagnement à 100% africain. Je veux dire des partenaires économiques, des scientifiques et autres qui sont la chenille ouvrière. Nous travaillons avec les partenaires extérieurs tels que l'Union européenne justement, et même dans ce projet de la ZLECAf, nous avons comme partenaire l'Union européenne. Est-ce qu'il est toujours bon que nous soyons dans cette vision-là si on veut véritablement mettre un marché africain? Parce que qui répond à, bien évidemment, nos préoccupations, qui est beaucoup plus proche de nos réalités. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas aussi bien de pouvoir penser entre Africains, justement, sur la mise en place de ce marché, de cette zone de libre-échange-là? Voilà ce que je peux dire en premier jet. Très bien, merci M. Abdoulaziz. Alors, docteur Komeng, la question est posée. N'a-t-on pas mis la charrue avant les bœufs? Peut-être M. Ndong pourra revenir. Il est en ligne. C'est bon. Alors, justement, il va intervenir sur cette question parce que comme il est justement au cœur de cette relation entre l'organisation continentale de l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Benjamin Alham, oui. Vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, d'accord. À la suite des exposés des différents intervenants, ne pourrait-on pas dire que le projet de zone de libre-échange continentale africaine est une charrue mise avant les bœufs? Dans le sens où le projet, dans le traité d'Abuja de 1991, l'Organisation de l'Unité africaine considérait les communautés économiques régionales comme les moteurs du développement de l'Afrique au niveau régional et qui devait porter le projet continental. Et là, on se retrouve en 2002, on passe à l'Union africaine. En 2018, le traité portant création de la ZLECAf est signé avec tout ce qu'on sait comme pesanteur déjà au niveau régional. Oui, alors oui, donc la question, elle est très pertinente en effet. Il faut savoir que la zone de libre-échange continentale répond effectivement au projet d'Abuja de 1991. D'ailleurs, dans la lecture du préambule de l'accord, vous verrez que les États africains se sont fondés sur un certain nombre de traités, dont notamment celui d'Abuja de 1991. Malheureusement, ce traité a été un peu mis à l'oubli parce que vous savez que à la fin des années 90, il y avait quand même un certain nombre de coups d'État au sein de plusieurs États. On peut penser à Idi Amin Dada en Ouganda ainsi que d'autres États. Et donc, les phénomènes politiques ont justement influencé et impacté la vision économique que l'Union africaine, sinon l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque, avant l'Union africaine dans les années 2000, avait justement par rapport au projet de la communauté économique africaine. Et donc, c'est un projet qui, est-ce que c'est une charrue avant les bœufs? Moi, je dirais plutôt que c'est un grand retard qui a été accusé. Et d'un point de vue pratique, les États africains ne sont pas suffisamment préparés. Actuellement, bien sûr, il y a 7 États qui sont en cours de commercialisation. Le Cameroun avec le Ghana, par exemple, avant-hier, il y avait eu le lancement d'un certain nombre de cargaisons de thé du marché camerounais vers le Ghana. Et donc, c'est avant tout un grand retard qui a été accusé sur l'agenda qui avait été mis en place dans le cadre de la communauté économique africaine depuis 1991. L'objectif, normalement, c'était d'arriver à terme en 2034, si on avait appliqué le traité d'Abuja, à ce qu'on appelait la communauté économique africaine, donc qui va intégrer la première dimension, c'est-à-dire la zone de libre-échange continentale africaine, la deuxième dimension, l'union économique et monétaire africaine, la troisième dimension, le marché commun africain, et la quatrième dimension qui est donc la communauté économique africaine avec une union monétaire, une union douanière, etc. Et donc, il y a eu un grand retard, si vous voulez, par rapport à l'agenda qui avait été fixé au départ, tout simplement pour des problématiques politiques. Maintenant, sur cette question toujours, la ZLECAf a beaucoup été soutenue par les partenaires extérieurs, notamment l'Union européenne.
Et même lorsque vous prenez les accords de partenariat économique, les APE, comme on le dit, qui a été ratifié par le Cameroun en 2014 dans la zone Afrique centrale, ainsi que la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest ou le Ghana, vous verrez que même dans les APE, l'Union européenne insiste beaucoup sur ces initiatives d'intégration régionale qui seraient donc des éléments importants dans le cadre du processus d'intégration des États africains dans la mondialisation. Donc ça, c'était un peu la pensée de développement qui avait été mis en place depuis 1960, hein, c'est-à-dire à la fin de la colonisation. Eh bien, l'Union européenne ainsi que certains États africains étaient partis sur ce pan-là. Maintenant, c'était un test qui a été fait. Ça a largement échoué, on va dire comme ça, dans un sens ou dans un autre. Bien sûr, il y a plusieurs responsabilités. Hein. Il y a les responsabilités qui sont inhérentes aux États africains eux-mêmes, qui n'ont pas su appliquer un certain nombre de subventions accordées, par exemple, par l'Union européenne dans le cadre des projets de développement. On connaît les cas de corruption, on connaît l'état des administrations publiques qui ont parfois été mal gérées. Et puis, il y a d'autre part une responsabilité dans la mesure où le développement même de ces types d'intégration régionale n'ont jamais été pensés par les Africains eux-mêmes. C'est-à-dire que même la ZLECAf, lorsque vous prenez l'ensemble de sa structure d'un point de vue institutionnel ainsi que les normes juridiques, vous avez la réplique quasi identique, si vous voulez, de l'OMC, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu un mini traité de commerce à l'OMC, dans la mesure où vous retrouvez les mêmes principes, hein, principe de non-différenciation, principe du traitement national, etc. Alors qu'on aurait pu, par exemple, dans la pensée africaine, d'un point de vue juridique, appliquer des principes comme la solidarité, hein, la solidarité de fait entre les opérateurs économiques, dans la mesure où, par exemple, au niveau de l'Afrique, on sait que beaucoup d'opérateurs économiques ne sont pas suffisamment colossales, hein, sur le plan économique, je veux dire, pour pouvoir supporter un certain nombre de coûts en termes de transport, etc. Donc oui, la ZLECAf est une forme de charrue avant les deux bœufs, et oui, la ZLECAf est aussi quelque part un grand retard qui a été accusé si on s'arrête simplement sur l'agenda qui avait été pensé en 1991 avec la mise en place du traité d'Abuja. Très bien, merci. Merci Benjamin. Monsieur Ndon, le mot était lâché. L'on reprend presque les mêmes principes de l'OMC et on a justement parfois l'impression d'avoir une OMC bis à l'occasion de cette ZLECAf. Et la nature même des partenaires techniques qui accompagnent le continent africain et à petite échelle, la zone CEMAC dans le cadre des accords de partenariat économique, n'est-elle pas un moyen d'effacer peut-être l'identité africaine, bien les identités africaines dans le cadre de ce projet? Benjamin Alaham a évoqué le principe de solidarité qui aurait pu être mis en avant dans le cadre de la signature de cet accord ZLECAf et même de ces accords sous-régionaux. Merci. Je souhaite qu'on sache que l'Afrique ne vit pas dans un vacuum social. Nous ne vivons pas dans un vase clos. Le monde est devenu un village planétaire. Et les différents acteurs de ce monde, de ces villages planétaires, interagissent entre eux. Il y a une réglementation qui a été mise en place sur le plan international pour réguler le commerce. Donc, lorsque vous lancez un marché, un grand marché comme celui de la ZLECAf, vos lois doivent tenir compte de cette réglementation qui régit le commerce à l'échelle internationale. Sinon, vous condamnez à vivre en autarcie, à commercer en autarcie. Et donc, ce n'est pas envisageable. Il faut qu'on comprenne ça. Donc, là, vous verrez très bien qu'un certain nombre de réglementations concernant l'Afrique centrale, concernant l'Afrique en général, sont calqués soit sur ce que l'Union européenne fait, soit sur ce que l'OMC fait. Ce n'est pas forcément parce qu'on veut les plagier ou les copier bêtement, c'est parce qu'on doit aussi en tenir compte pour mieux nous insérer dans le système international et mondial du commerce. Ça, c'est la première chose que je souhaite dire. La seconde, c'est que nous ne réinventons pas la roue. La roue tourne déjà. Il y a des gens qui ont inventé la roue. Aujourd'hui, nous avons trouvé cette roue, nous devons rouler avec cette roue qui a été inventée. Donc, on ne peut pas refaire
le monde pour le plaisir de dire que nous sommes africains. Donc maintenant, il y a quand même des spécificités qui font notre personnalité d'Africain. Je suis d'accord. Et je suis d'accord donc que ces spécificités doivent être injectées dans le grand programme qui est celui de la ZECLAF. Ça, je suis d'accord. Je voudrais aussi dire que n'oublions pas une chose. L'intégration, comme la ZECLAF, c'est des processus, même au niveau de l'Union européenne. Vous voyez, ce n'est pas un construit définitif, c'est dynamique. Chaque jour, on réajuste quand on constate que on a peut-être fait fausse route ou bien que ce qui a été déjà arrêté préalablement coince. C'est ça la vie même d'un être humain. Rien n'est définitivement arrêté. Tout s'ajuste, se construit au jour le jour. Donc, il fallait déjà commencer quelque part. Les pères fondateurs de la ZECLAF ont lancé le processus. Ils n'ont pas dit que c'était totalement bon. Ils n'ont pas dit que c'était totalement définitif. Mais ils ont dit, compte tenu des enjeux, compte tenu de la démographie, compte tenu de l'évolution du commerce, nous pensons que nous devons anticiper en créant cette zone. Et puis, on a laissé à chaque État, en fonction de son timing, d'intégrer la zone. On n'y va pas avec le canon à la tempe pour tout le monde. Ça aussi, il faut le comprendre. Il faut comprendre que dans la vie, on commence déjà. On n'attend pas que tout soit beau pour dire on s'en va. On ne sera jamais prêt. Il faut toujours partir de quelque chose. Et c'est ce que moi, je comprends de la ZECLAF. Alors, est-ce que la ZECLAF est en disharmonie avec tout le dispositif qui existait déjà? Je suis tenté de répondre non. Comme je vous le disais, c'est un cadre macro qui a été mis en place. Il n'ignore pas les cadres micro. Maintenant, si un chef d'État, je parle au cas du Cameroun, est conscient de ce que le marché d'1,5 milliard ou de 2 milliards de consommateurs que la ZECLAF nous propose, si un chef d'État est conscient que c'est une opportunité, il ajuste sa réglementation ou ses réglementations commerciales en fonction du grand cadre macroéconomique qui a été planté dans le cadre de la ZECLAF. Donc, tout dépend des enjeux de chaque pays, tout dépend du projet de chaque pays. Et ça, je dis, on ne peut pas mettre en conflit les dispositifs micro qui existent au cadre macro. Il faut simplement que chacun, en fonction de ses ambitions, décide d'y aller ou pas. Le cas de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne, c'est juste, ils ont dit, par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur population, ils ne sont plus prêts à continuer avec le grand projet de l'Union européenne. Ils en sont sortis. Les autres continuent, d'autres frappent à la porte. Donc, tout dépend de chaque pays, de ses visées, de ses objectifs, de ses ambitions. Je voudrais, pour chuter, dire que dans la sous-région Afrique centrale, beaucoup est fait pour la libre circulation des biens et des personnes. Et je regarde le président du syndicat pour lui dire que moi, j'étais à Malabo en juillet. Je suis parti avec mon passeport, j'ai acheté mon ticket, j'ai pris l'avion, on ne m'a rien demandé. Je suis arrivé à l'aéroport de Malabo, je suis descendu, on a vérifié, je suis citoyen de la CEMAC, ok, est-ce que vous venez faire quoi? J'ai expliqué, j'ai montré la lettre, on a mis le cachet d'entrée. Je n'ai rien dépensé, je n'ai pas pris de visa pour vous montrer que ça a évolué. Ça, c'est, je vous parle de juillet de cette année. J'étais en août à Libreville, au Gabon.
je suis entré sans visa. Je n'ai pas payé de frais. Je prends ces deux pays parce que c'est eux qui, jusqu'à présent, dans l'espace CEMAC, étaient les plus réticents. C'est eux qui freinaient les 4 frais. Mais ils ont évolué. Donc, les petits pas se font. Tous ces pays-là ont adopté le passeport CEMAC. Donc, vous pouvez maintenant voyager sans problème, mais il ne faut pas que les gens confondent. Et c'est là où ça coince souvent. Les gens confondent libre circulation à libre établissement. Quand vous allez dans un pays de la CEMAC, que vous êtes citoyen de la CEMAC, vous avez 3 mois pour rester dans ce pays-là. Pas plus. Dès que les 90 jours sont arrivés à terme, vous rentrez chez vous, ou alors vous vous conformez à la réglementation en vigueur en termes d'immigration. Donc vous prenez une carte de séjour avec tout ce que cela a comme effet. Donc, les petits pas se font en matière de libre circulation des biens des personnes. Ce n'est peut-être pas le paradis, ce n'est pas encore totalement parfait, mais je vous assure, des choses se font. Des marchandises vont de plus en plus dans les différents sens. Le cas des commerçants camerounais, il parlait des commerçants. Vous savez très bien qu'une bonne partie de nos produits agricoles, ça va au Gabon, ça va en RCA. Une partie va désormais en RDC en passant par le Congo, via la route Ouesso, Sarmelima-Ouesso, qui a été bitumée. Des choses se font, mes frères. Maintenant, peut-être pas au rythme que nous souhaitons, mais elles se font. Et si tout citoyen de la sous-région comprend que lui-même est acteur de la libre circulation, si chacun de nous comprend que cette intégration que nous appelons de tous nos voeux passe par lui, je vous assure, on aura encore, dans les 10-15 prochaines années, on aura encore fait d'autres pas qui feraient que nous soyons peut-être pas au même niveau que l'Afrique de l'Ouest, mais qu'on se soit rapproché de ces pays-là. En sachant très bien, et il faut le dire, quand on parlait d'intégration africaine, l'Union africaine a décidé de travailler avec les communautés économiques régionales pour atteindre cette intégration au niveau continental. Il faut aussi signaler que la libre circulation des biens des personnes n'est qu'un maillon, n'est qu'un aspect de cette intégration. Il y a d'autres aspects. Le président a parlé des infrastructures. Ah oui, pour qu'il y ait libre circulation des biens des personnes, il faut des infrastructures. Et vous savez très bien que c'est aussi le ventre mou de notre sous-région. Et ça aussi, nous devons comprendre que c'est le travail qui va développer ces infrastructures, qui va créer ces infrastructures. C'est le travail. Si le flux de marchandises, le Cameroun produit plus et décide de tirer au maximum les infrastructures, par exemple, Sarmelima Ouesso. Ouesso, c'est au Congo. Sarmelima, c'est au Cameroun, c'est bitumé. Si les marchandises qui avaient du mal à aller au Congo peuvent augmenter en volume parce que la route est déjà bonne, ça veut dire qu'on capitalise l'investissement qui a été fait. Et si on capitalise cet investissement, ça fait plus de ressources auprès des trésors publics qui peuvent dupliquer des infrastructures de cet ordre dans d'autres pays de la sous-région, de telle sorte qu'à terme, nous nous retrouvions avec des infrastructures qui nous permettent de rouler, parce que la libre circulation passe d'abord par les infrastructures. Si vous n'avez pas des aéroports, les avions vont atterrir où pour porter les gens d'un pays à un autre. Si vous n'avez pas de route, les marchandises vont aller où? Vont faire comment pour aller d'un pays à un autre? Si vous n'avez pas les ports, les marchandises par bateau vont partir de tels, vont naviguer comment pour aller d'un coin à un autre. Donc, les infrastructures, c'est primordial, c'est crucial. Mais parfois, il faut le cash flow, il faut de l'argent que nous n'avons pas. Et lorsqu'on prend même des crédits auprès de la BAD pour construire ces routes, parfois elles sont sous-utilisées. Donc, tout se tient. Et ne laissons pas cette
ta seule affaire aux mains des dirigeants, des chefs d'État, des ministres. Il faut que une société civile commence à émerger pour prendre en main le dessin. C'est pour cela que je félicite des initiatives comme celle ou la Société africaine de droit communautaire. C'est pour cela qu'il faut féliciter des syndicats comme ceci. Parce que c'est quand chacun, à son niveau, se met et pousse que les choses, les lignes, que le mammouth peut bouger. Mais si c'est une seule personne qui le fait, vous connaissez très bien ce qu'on appelle un mammouth. C'est un gros animal qui les phoques de mer, c'est nous. Pour nous bousculer, ce n'est pas évident. Mais si nous tous là, ensemble, on pousse chacun de son côté, il finit par bouger. Et je m'arrête là d'abord pour... Oui, justement. Avant de revenir avec le président Abdoulaziz sur l'exigence de diversification de nos économies, on va peut-être prendre Benjamin Alaham sur, juste après le mot de monsieur Ndong, sur la citoyenneté communautaire. Oui. Benjamin, pensez-vous qu'il y a une conscience de citoyenneté communautaire, c'est-à-dire dans les citoyens africains, ne se considèrent-ils pas uniquement comme citoyens togolais, ghanéens, camerounais, béninois? Sentent-ils qu'en dehors de leurs états de nationalité, ils appartiennent à d'autres espaces peut-être plus intéressants et plus engageants sur le plan matériel, sur le plan de leurs activités? Bon, malheureusement, alors, c'est assez mitigé hein, sur le continent africain globalement. Alors, si vous prenez donc la zone CEDEAO, alors cette conscience existe quand même parce que il faut quand même savoir que la CEDEAO, depuis 1975, a quand même inscrit le principe de liberté des circulations au sein de la communauté comme étant l'un des principes majeurs par rapport à leur intégration régionale, notamment dans son article 27 au niveau du traité. Au niveau de l'UEMOA également, ça a été repris, plus au niveau de l'Afrique centrale, où finalement la CEMAC, par exemple, n'avait pas du tout fait mention du principe de liberté de circulation dans son traité constitutif. C'est plutôt la communauté des États de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la CEAC, qui a été mise en place sous l'instruction de l'Union africaine, qui a fait mention de cette question de libre circulation et de la citoyenneté communautaire. Au sein de la CEMAC même, ça va être activé un peu plus tard. Il me semble que c'est en 2007, avec la réticence que nous connaissons hein, avec le Gabon ainsi que la Guinée. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, on peut se rendre à Malabo. On a eu le témoignage. Mais en Afrique centrale, c'est toujours une situation qui reste encore à sensibiliser. Il faut encore sensibiliser les citoyens africains de l'Afrique centrale sur justement cette conscience d'appartenir à une communauté économique régionale qui va au-delà de leur État-nation, mais sinon, ils ne l'ont pas. La situation est beaucoup plus différente quand on va, par exemple, en Afrique de l'Est. Donc, au niveau de la East African Community, on peut vraiment circuler assez librement, que ce soit au Kenya ou que ce soit au Rwanda. Et c'est des États qui, en tout cas dans le cadre du principe de la liberté de circulation, ont vraiment pris des initiatives au-delà même de la East African Community. Parce que si vous vous souvenez, des pays comme le Rwanda ont pris des initiatives unilatérales de suppression, par exemple, des visas pour un certain nombre d'États, du COMESA, etc. Donc, la situation est vraiment assez mitigée. On va dire qu'en Afrique francophone, c'est la zone CEDEAO qui est plus ou moins en avance par rapport à cette conscience d'appartenir à une communauté régionale. Mais l'Afrique centrale est toujours un peu à la traîne, hein. C'est malheureux de le dire. Alors qu'on sait très bien que la question de la libre circulation des personnes au sein des communautés fait partie des éléments importants dans le cadre du processus d'intégration régionale. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment l'économiste Balati, hein, l'Hongrois, qui avait écrit dans sa théorie d'économie que la question justement de la libre circulation des personnes était une question assez importante dans le cadre de la mise en œuvre des intégrations régionales. Au niveau de la ZLECAf, comment cela va se faire? Eh bien, c'est l'article 3, alinéa C, qui fixe un peu comme objectif également que l'accord va contribuer simplement à la libre circulation des capitaux et des personnes physiques. Mais ça va être très difficile au niveau de la ZLECAf pour la bonne et simple raison que les contraintes déjà à circuler librement au sein des communautés économiques et régionales
vont peser justement au niveau continental. Il va y avoir, d'ailleurs en 2021, il y a eu une discussion qui a eu lieu à Addis Abeba sur la question. La Commission économique des Nations Unies avait souligné l'importance capitale qu'il y avait à laisser les gens circuler librement au sein de tout le continent. On se souviendra aussi qu'en 2017, l'Union africaine avait pris cette initiative où le président Déby et le président Kagame avaient respectivement reçu des passeports dits africains. Mais bon, parce que c'est des hautes personnalités. Mais dans l'effectivité, pour les individus lambda africains, eh bien, cela ne fonctionne pas encore pour l'instant. Et ça va faire partie des défis que la ZLECAf doit résoudre. Il est évident que pour des commerçants ainsi que des opérateurs économiques, notamment pour les 7 États qui ont commencé à commercer sous le régime de la ZLECAf, ils vont nécessairement passer parce que c'est des opérateurs économiques. Mais pour les autres États, pour les autres citoyens africains lambda, eh bien, il y aura toujours des restrictions en termes de visa, en termes de politique d'immigration. Donc, la situation est vraiment assez diverse et mitigée selon qu'on est en Afrique de l'Ouest, on est en Afrique centrale ou encore en Afrique de l'Est. D'accord. Merci Benjamin. Alors, docteur Ekomungu, il a été relevé celle-là et M. Ndon l'a bien souligné personnellement qu'il y a, lorsqu'on quitte de l'espace CEMAC vers l'espace CEAC, il y a une différence d'habitus et même sur le plan juridique, il y a un certain nombre de diversités qu'il faut mettre en avant. Donc, comment est-ce qu'on peut capitaliser sur tout cela? Et déjà, ce serait utile à l'attention des téléspectateurs de clarifier le statut de ces organisations régionales et voir quelle est l'articulation faite sur le plan institutionnel entre l'Union africaine et à ricochet, la ZLECAf et ses communautés économiques régionales. Merci pour la question, elle est très très importante parce que au-delà de la volonté d'ouvrir les frontières, de promouvoir la libre circulation, le développement et la construction d'une communauté économique, il y a d'abord l'organisation et la planification. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de dire, lorsque rien n'est planifié, ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que mon copanéliste Benjamin essaye de dire d'une autre façon, que tout est mitigé. Nous avons construit une idée d'une communauté économique et africaine avec un traité en 1990-91 à Lagos. Et nous avons planifié les différentes étapes que nous allons traverser pour arriver là. On a décidé de prendre ce traité et de le mettre de côté. Actuellement, on ne sait pas s'il est toujours en vigueur ou bien s'il est mort de sa propre mort. Et qu'est-ce qu'on a fait parallèlement à cela? Nous avons créé des communautés économiques et régionales. Une très bonne idée. Sauf que chaque initiative de communauté économique et régionale avait son objectif bien précis. L'Union africaine, ses communautés économiques et régionales avaient pour but pour qu'au final, on crée une communauté économique africaine. C'était ça le but des communautés économiques et régionales de l'Union africaine, c'est-à-dire la CEAC, la CEDEAO et autres. Face à ces communautés économiques et régionales, on a créé d'autres communautés qui ne migraient pas vers une communauté économique africaine, mais elles s'ouvraient plutôt vers l'extérieur. Si vous lisez par exemple le traité constitutif de la CEDEAO, vous verrez que dans les objectifs, c'est pourquoi au final on crée une communauté économique africaine. Et lorsque vous lisez les premières moutures du traité de 94, la CEMAC, c'était l'ouverture à la mondialisation. Vous voyez déjà là deux perspectives bien différentes qui posent un problème de rationalisation. Et ça vient donc à une autre question qui m'est très chère. J'ai apprécié le processus que les États de l'Afrique centrale essayent de faire. Rationaliser les deux organisations d'intégration pour qu'on ait une organisation qui a le même objectif et le même but. Également peut-être pour accompagner l'initiative de l'Union africaine pour créer une communauté économique africaine. Le problème qui se pose actuellement, et Benjamin l'a si bien relevé, c'est l'harmonisation et la coordination de toutes ces politiques commerciales, communautaires et communes. La CEMAC a sa politique commerciale commune entre les 6 États. L'Union africaine, avec la zone de libre-échange continentale, a également sa politique commerciale. Il faut ajouter à cela la politique commerciale
proclamée et qui est mise en exergue par l'OMC. À côté de cela, on a également des mini-zones de libre-échange qu'on ne parle même pas. L'Union européenne ACP. Ce sont des mini-zones de libre-échange. Comment harmoniser donc toutes ces politiques commerciales communes? Je vais prendre un exemple simple. Je vais essayer un peu de toucher le nœud du problème, en fait. Les États membres de la CEMAC ont transféré un certain nombre de compétences à la CEMAC, à la communauté, en ce qui concerne les politiques commerciales. Ça veut donc dire qu'en ce qui concerne la libre-échange, la zone d'échange, la zone de libre-échange, les libertés de circulation, le tarif extérieur commun, ces compétences-là ne sont plus du domaine des États membres. Elles sont du domaine de la communauté. Comment ça se fait donc que un domaine qui n'est plus réservé à l'État membre, puisqu'il a transféré cette compétence-là à la communauté, il se revendique encore cette compétence-là au point d'aller adhérer à un accord qui vient remettre en question la politique de libre-échange de la CEMAC. C'est là le véritable problème. Je ne refuse pas qu'on avance et qu'on crée, que l'Afrique crée une économie unique, un marché unique, et une économie unique, et une politique unique. Mais qu'est-ce qu'on va donc faire de tout ce qu'on a signé comme accord avant? Lorsque vous parcourez l'accord de zone de libre-échange continentale, les communautés économiques et régionales, on a l'impression qu'ils n'ont pas été associés à cet accord. Commençons d'abord par harmoniser toutes les politiques commerciales communes des différentes communautés économiques et régionales pour qu'on puisse créer au moins une seule. Et pour moi, dans la logique même, la cohérence, si vous avez adhéré à la CEMAC et que vous avez transféré un certain nombre de compétences de politique commerciale à la CEMAC, ce n'est pas vous d'adhérer à la zone de libre-échange. Ce sont les communautés économiques et régionales qui doivent adhérer. En adhérant, elles impliquent les États membres, obligatoirement. Mais maintenant, donc, chaque État membre se lève et va adhérer, au mépris des engagements qu'ils ont pris après. Ils ont pris avec les communautés économiques régionales. Vous attendez à quoi? Déjà, d'abord, il y a déjà un problème. Il a énoncé ce problème-là tout à l'heure. Déjà, d'abord, dans les communautés, Benjamin l'a dit, dans les communautés économiques régionales, d'abord, on a déjà un problème de circulation. Au point où on peut se poser la question, lorsque M. Thierry Ndong disait qu'on a déjà des problèmes de circulation. Mais est-ce que les Africains ont attendu les communautés économiques pour pouvoir circuler à travers les frontières? Non. Au sud et en Bam, il y a des circulations. Pourquoi? Parce qu'ils partagent les mêmes cultures, les mêmes traditions, les mêmes langues. Et quelquefois, c'est le même village qui est divisé en deux. On a plutôt l'impression même que la mise en place des processus d'intégration est même venue restreindre le flux qu'il y avait en fait. Entre les peuples. Oui. Si vous quittez en Bam, vous allez trouver les Ntoumou, les femmes. Vous traversez, vous partez à Kiosi et Bibé. Oui, c'est toujours la même communauté. Il y a toujours eu un flux transfrontalier. Pareil, Cameroun, Gabon, les frontières. Dans ces les populations, ou bien les peuples, je préfère peuple, nous les Africains préfèrent peuple, parce que population c'est un peu trop occidental. Les peuples africains n'ont pas attendu l'instauration des communautés économiques pour pouvoir faire la promotion de la libre circulation. Cela existait déjà. Et ça nous fait, moi c'est ça le problème, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Benjamin que l'objectif visé par la zone de libre-échange, lorsque vous lisez l'accord, il est un peu trop... Il dépasse même la limite même de la zone de libre-échange. La libre-échange se limite uniquement à l'élimination des barrières ou bien à l'abaissement. Imaginons donc, à la CEMAC, on n'a pas éliminé, on a juste abaissé. Et que la zone de libre-échange décide d'éliminer. Le douanier va appliquer quelle législation? La question est posée. C'est une bonne question. Il y aura en tout cas une cacophonie en fait. Et c'est ça qu'on craint en fait. L'idée n'est pas mauvaise.
L'idée n'est pas mauvaise et je ne veux pas aussi tirer sur ceux qui ont les législateurs. Je me dis que c'était les plus brillants qu'on a mis sur le coup pour réfléchir. Mais nous sommes en train de sacrifier au moins les communautés qui fonctionnent déjà au moins à 50% pour un projet qui pour moi n'est pas viable pour le moment. On a appelé des mauvaises personnes pour adhérer à cette zone. Rationalisons d'abord les politiques commerciales communes des différentes CER. Et ensuite, donc, faisons-les intégrer une zone de libre-échange continentale. Ça aurait été ça, l'étape par étape. Voilà ce que j'aurais pu dire déjà là sur le coup. Le problème, c'est la superposition des projets d'intégration communautaire et économique. Merci, docteur Ikoumeng. Je vois M. Ndong sourire tout à l'heure. Nous reviendrons pour la parole de fin. Alors, M. Abdoulaziz, il y a une étude menée par le Journal du Monde il y a quelques années soulignait que la question de la diversification des économies africaines était un élément important. Vous l'avez souligné tout à l'heure dans le processus de mise en branle de cette zone de libre-échange continental, parce qu'il fallait avoir de quoi présenter au monde. Et justement, dans cette étude, on a remarqué que le Maroc, sur les 80 lignes de produits présentées par le Maroc à l'extérieur, 75% de ces lignes de produits étaient des produits marocains. Par contre, un pays comme le Tchad, 80% de son économie est tournée encore vers une seule source de produits, notamment le pétrole. Comment est-ce qu'on peut rentabiliser déjà nos économies à partir de la diversification? Quelles sont les options de diversification et même d'industrialisation que nous avons à notre disposition? Vous qui êtes un acteur économique, quelles sont vos... Très belle question. Très belle question. Ben, j'ai commencé par dire ici tout à l'heure que il faudrait qu'on repense, avant même communauté CER, il faudrait que on repense notre modèle économique. Ça passe par un pan, un carrefour, ma foi, c'est central, névralgique, c'est celui de l'éducation. On a un programme d'éducation qu'il faut qu'on refasse à la base pour tous nos pays africains. Tant qu'on n'est pas en train de refaire notre politique en matière d'éducation, la base est ratée. Et effectivement, les conséquences sont celles qui ont été décrites par le docteur tout à l'heure. Justement, un enchevêtrement de procédures, de règles qui perd tout le monde. Et finalement, on est là face à quelque chose de très bien pensé, mais malheureusement, ça a été très mal préparé à la base. Parce que déjà, au niveau des acteurs, il y a eu une impréparation. Ils n'ont pas été suffisamment outillés pour faire face aux défis auxquels on les amène, notamment justement celui de la mondialisation, comme l'a évoqué M. Thierry Ndong. Donc, nous devons revoir notre politique en matière d'éducation. Et quand nous avons refait, la Chine l'a fait, l'Indonésie l'a fait. Et vous voyez le résultat aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après. La Chine est l'usine du monde. Nous pouvons aussi repenser la même chose, propre à nos modèles à nous, à nos cultures, à nos valeurs, sans pour autant, en prenant bien évidemment ce qu'il y a de bien de l'autre côté, mais en intégrant beaucoup plus nos valeurs et nos cultures. C'est quelque chose, c'est lié, c'est indissociable. Vous verrez à quel point c'est lié, parce que quand vous avez préparé une génération d'hommes en général, de peuples, à affronter un certain nombre de défis que vous êtes en train de mettre dans un programme comme celui de la ZECAF et bien d'autres, vous, effectivement, vous projetez sur un certain nombre d'années. C'est-à-dire que vous commencez par préparer d'abord les têtes et après, vous les outillez. Et là, donc, intervient la volonté politique. Parce que, quoi qu'on dise, la volonté politique a son rôle à jouer. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être un continent de consommation en majorité et nous voulons entrer dans le marché de la mondialisation. Il y a problème. Il y aura dumping d'une façon ou d'une autre. Nous devons penser industrie. Nous devons penser transformation. La transformation de nos ressources, de nos matières premières, sont, ma foi, de façon, je dirais, quasiment incontournable pour pouvoir donner, outiller
le secteur, les acteurs, les opérateurs économiques et tout le reste afin de pouvoir effectivement entrer de plein pied dans ces échanges-là, les échanges de la ZLECAf ou de ce village mondial qui est bien évidemment l'OMC, régi par l'OMC. Mais si nous ne réinventons pas notre politique en matière d'éducation, en matière économique, nous n'avons pas de grande chance. Même s'il arrivait, je dis ça comme ça, même s'il arrivait que nous soyons, nous nous mettons à niveau, c'est-à-dire qu'on arrive à s'accorder sur le plan textuel, il va rester le fait que nous n'avons pas grand-chose à proposer. Il va rester le fait que nous ne transformons pas une bonne partie de nos matières premières. Et ceci n'est pas forcément favorable, justement, dans l'échange, et même dans l'inter-échange, déjà entre nous, Africains, et même vers le monde. Donc, il y a ces deux problèmes. Je pense que la régie nous a signalé que dans bientôt, ce sera la fin pour laisser le soin à l'aîné de clôturer. Je pense qu'il y a deux axes sur lesquels nous devons absolument. Et il faudrait que tous nos dirigeants, ceux qui sont sur la place décisionnelle, comprennent que le facteur éducation, le facteur transformation sont des leviers essentiels sur lesquels que nous devons absolument mettre en place, que nous le voulions ou pas. Parce qu'il en dépend finalement de l'existence de nous tous, de tous les Africains, de la communauté, des inter-échanges que nous pouvons développer entre nous et même des défis que nous avons. N'oublions pas que, une fois de plus, l'histoire place l'Afrique au centre d'un certain nombre de priorités. On voit ce qui est en train de se passer du côté de l'Est. Aujourd'hui, l'Afrique a la chance de pouvoir redistribuer les cartes sur certains aspects pour essayer de se repositionner. Mais vous voyez que on risque de passer à côté parce que les acteurs qu'il faut pour pouvoir justement négocier ce repositionnement-là, malheureusement, peut-être soit c'est pas ceux-là qui sont où il faut, ou alors on ne les a pas encore. Donc, cette problématique est une problématique centrale sur laquelle, effectivement, il faudrait aussi se pencher pour pouvoir, effectivement, donner toutes les chances à ces ZLECAf-là de vivre et de pouvoir donner au continent africain le meilleur de ce qu'il peut l'offrir au monde. Merci, M. Abdelaziz. Alors, Benjamin Alham, vous avez bien suivi avec nous cette peinture de Spaghetti Ball présentée par le docteur Eko Menge. Cet enchevêtrement de textes, des traités africains. Comment est-ce qu'on peut rationaliser, harmoniser tout cela pour avoir une Afrique intégrée et prospère à la faveur de la zone de libre-échange continentale? Alors, c'est une très bonne question et c'est une question à laquelle d'ailleurs la Commission de l'Union africaine avait déjà réfléchi et avait mis en place ce qu'on appelait le PMI, le Programme minimum d'intégration, qui reconnaissait justement 8 communautés économiques régionales. Je pense que ça a été évoqué par mes prédécesseurs et qu'il fallait nécessairement arriver à supprimer les communautés économiques qui existaient, outre les 8 qui avaient été reconnues. Et d'ailleurs, l'Union africaine, depuis, si vous voyez bien et que vous observez, aucun État ou sinon aucun groupe d'États n'a pris l'initiative, par exemple, de mettre en place d'autres types de communautés régionales au-delà des 14 qui existent déjà. Parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle un moratoire qui avait été pris par l'Union africaine. Est-ce que ce moratoire continue à être respecté? On peut dire jusqu'à aujourd'hui, oui, ce moratoire est respecté. Le problème, c'est que les 8 communautés économiques régionales sur lesquelles l'Union africaine compte ne fonctionnent pas comme il le faut. Et on se rend même parfois compte que certaines communautés qui étaient déjà mises en place au-delà du programme minimum d'intégration fonctionnaient déjà très bien, comme la CEMAC, je pense notamment aussi à l'UEMOA. Ce sont des initiatives communautaires qui avaient été parfois mises en place comme l'UEMOA pour des questions purement, essentiellement monétaires. Hein. On était dans les années 1990, donc à la fin de l'inflation, hein, qui avait été due justement à la dévaluation du franc CFA. Et donc, c'est dans ce sens-là que certaines initiatives comme l'UEMOA avaient été mises en place pour aider les États à rester soudés et ancrés. Donc, l'Union africaine avait déjà proposé cette solution de 8 communautés économiques régionales uniquement pour pouvoir justement rationaliser, hein, le terme qui est assez économique, hein, rationaliser l'ensemble des communautés économiques. Malheureusement, on s'est rendu compte que les États africains, dans leurs engagements, étaient déjà très avancés dans certaines initiatives, comme la CEMAC, comme l'UEMOA,
comme la SADC, ainsi que la CENSAD. Hein. Même la CENSAD est finalement dans ses objectifs. Quand on lit le traité de la CENSAD, on se rend compte que la CENSAD intègre les mêmes objectifs que l'UMOA ou la CEDEAO, alors que la CENSAD, c'est purement pour les États sahélo-sahéliens, pour traiter des questions plutôt relatives au Sahel. Donc, vous voyez comment il y a cette contradiction du politique sur la construction des projets économiques qui empiètent justement sur la vision panafricaine que l'Union africaine elle-même veut avoir justement sur l'intégration régionale. Donc, on peut, si on le souhaite aujourd'hui, casser, c'est-à-dire être radical en cassant l'ensemble des initiatives outre celles que l'Union africaine a prises. Donc, en ce moment-là, on va s'aligner sur ce qu'on appelle les recommandations de l'Union africaine, qui ne sont pas des décisions, malheureusement, c'est-à-dire n'ayant pas de valeur contraignante. Ou encore, si on souhaite s'entêter à rester du coup sur les initiatives qu'on a déjà, parce qu'on a des intérêts avec l'État A ou l'État B qui nous fournit de l'argent ou du pétrole, ou parce qu'on a des accointances amicales avec d'autres types de chefs d'État avec qui on est dans une initiative régionale intéressante. Bon, les États africains peuvent continuer à avancer comme ça. Dans tous les cas, c'est un projet continental qui fait appel à la volonté souveraine des États. Et s'il continue comme ça, je vous assure que le bol de spaghettis dont vous en avez parlé tout à l'heure risque encore de continuer à s'enfoncer et ça risque d'être compliqué. Donc, la solution à l'immédiat, c'est soit on s'aligne sur les recommandations de l'Union africaine pour casser toutes les autres dynamiques et ainsi rationaliser l'ensemble des initiatives d'intégration régionale en restant sur les 8 et en mettant même une pause sur la ZLECAf. Pourquoi pas? Ça serait courageux de mettre une pause sur la ZLECAf en disant que je vois très mal les États comme le Madagascar envoyer des cargos commerciaux avec Yaoundé. Donc, ça sera très compliqué. Donc, on peut même mettre une pause sur la ZLECAf en étant courageux et aller sur les 8 initiatives d'intégration régionale, les mettre en œuvre de manière effective, permettre à ce qu'il y ait une effectivité en termes de libre circulation pour les opérateurs économiques, permettre à ce qu'il y ait une industrialisation. C'est ce que un de mes confrères panélistes avait également souligné, permettre à ce que l'ensemble des règles juridiques en termes d'intégration soient bien appliquées déjà au sein des 8. Ensuite, à partir des 8, on peut en ce moment-là superposer la ZLECAf. Parce que la ZLECAf, dans son traité, quand on le lit, moi je me suis dit, mais c'est très ambitieux et en même temps très compliqué, puisque la ZLECAf dit qu'elle se propose même de résoudre le problème des initiatives d'intégration régionale, chose qui est très compliquée. J'ai vu d'ailleurs le secrétaire général, M. Wamkele Mene, effectuer des visites pour aller discuter avec les partenaires du COMESA, etc. Mais c'est des initiatives très compliquées à résoudre à l'heure actuelle. Donc, soit on casse, soit on essaye de repenser quelque chose d'autre. Mais sinon, si on continue comme ça, le bol de spaghetti va continuer à s'enfoncer. Donc, c'est un peu l'une des solutions, on va dire comme ça, de rationalisation qui a déjà été proposée par l'Union africaine, que moi, je reprends dans ce sens-là. Mais tout dépend, comme vous le savez, de la volonté des États qui eux-mêmes, parfois, dépendent des financements extérieurs. Et donc, voilà, il y a plusieurs pesanteurs, justement, dans ce paysage qui est donc très, très, très mitigé. Très bien. Merci Benjamin Alaham. Alors, Monsieur Ndong, pour conclure, pouvons-nous espérer des lendemains meilleurs pour une Afrique intégrée et prospère? Alors, non, moi je suis très positif et optimiste. Je vois les choses de façon optimiste et je pense qu'on est dans le bon chemin. Là, je voudrais dire, pour ce qui concerne la libre circulation, le procès qu'on pourrait faire aux communautés économiques régionales d'être des facteurs bloquants aux limitants de la libre circulation. Je dis, ce procès, on peut aussi le faire déjà au pays en interne. Est-ce que circuler nous-mêmes, on est des Camerounais, partir de Yaoundé avec des marchandises pour aller les vendre à Koussiri, c'est facile. Entre nous, regardons-nous dans un miroir et parlons. Vous subirez les mêmes tracasseries que comme lorsque vous allez vendre au Gabon. Même déjà en interne,
circuler librement est un casse-tête. Moi, je voyage, je décide un jour d'aller à Libreville par route. J'ai mon passeport. Nous partons de Yaoundé dans un bus qui doit nous déposer à Kiossi. Au premier contrôle routier, moi, Camerounais, vivant, né à Yaoundé, grandi à Yaoundé, Yaoundéen même par ses origines, là à Oudja, on me demande de descendre du bus parce que j'ai le passeport, mais pas la CNI. Dans mon propre pays. Pour vous montrer que les blocages liés à la libre circulation, avant même d'arriver au niveau interrégional, sont d'abord substantiels à notre fonctionnement, même d'abord en interne. En interne, docteur. Et c'est une vérité que je vous dis. Et combien de fois ici les gens avec leur récépissé ont eu des problèmes avec des policiers? Combien de fois des gens avec tous leurs papiers dans leur véhicule voyageant sont arrêtés et bloqués pendant des heures, des Camerounais dans leur propre territoire, bloqués pendant des heures par des policiers qui veulent un bakshish? On peut multiplier ces exemples. Non. Quelqu'un disait, les sommes, ce que nous vivons en national se transpose au niveau sous-régional et régional. Et puis, ça se transpose au niveau continental. Donc, ça revient à ce qu'il disait. Nous devons nous former. Tous. Ce n'est pas seulement la seule affaire du douanier. Ce n'est pas la seule affaire du policier. C'est un état d'esprit qu'on doit commencer à inculquer aux enfants dès l'école. Et je suis d'accord avec lui que la formation, l'éducation, c'est quelque chose de fondamental si nous voulons faire cette esclave, si nous voulons faire cette communauté africaine intégrée. Dès qu'on a compris ça et qu'on a mis en place des programmes dans 25-30 ans, on aura les résultats souhaités. Le deuxième problème à résoudre, je veux dire, je suis optimiste, je crois que ça va se faire. Donc, nous devons, premier problème, changer notre mindset en matière de libre circulation. D'abord en interne, puis au niveau sous-régional et régional. Deuxième chose, nous devons former les gens en leur montrant les bienfaits qu'il y a lorsqu'on est dans l'intégration, lorsqu'on est dans la libre circulation, lorsqu'on est dans la zone de libre-échange continentale. Il faut former les gens. Et ce n'est pas les adultes que nous sommes. Ça doit commencer dans les programmes éducatifs au niveau primaire. La troisième chose, c'est que nous ne sommes pas sortis de la colonisation, je le dis. Et pendant que l'Afrique francophone continue à être rudoyée par la France, vous avez l'Afrique australe qui s'est totalement émancipée. Et donc, les niveaux d'intégration ne peuvent pas être les mêmes. Les façons d'aborder les problèmes ne peuvent pas être les mêmes. Donc, nous n'avons pas une Afrique, nous avons des Afriques. Et à partir du moment où on a des Afriques, vous êtes aussi d'accord avec moi que nous aurons des intégrations à plusieurs vitesses. Ça, c'est des vérités qu'on doit se dire. Certains iront plus vite que d'autres. Parce que nous ne sommes pas tous esclaves de la même façon. Nous sommes esclaves à la façon française. Ou alors colonisés, ou alors indépendants à la façon française. Les Nigérians sont indépendants à la façon anglaise. Les Anglais, c'était l'indirect role. Chez nous, c'était l'administration directe. Tout ça là continue à travailler nos fonctionnements aujourd'hui, nos réflexions aujourd'hui, nos comportements. Et donc, si vous voulez que cette intégration se fasse, il n'y a pas une formule clé en main. Il n'y a pas de formule clé en main. Chacun en fonction de son histoire, en fonction de son éducation, en fonction de ses réalités. Il avance. Vous n'allez pas demander à un pays qui a autant de pétrole que le Nigeria, qui a une économie qui est vraiment une économie qui n'est pas esclavagiste. Vous n'allez pas demander à ce pays-là d'avoir le même comportement qu'un pays dont toute la structure coloniale économique est restée en place et continue de fonctionner. Donc, nous ne pouvons pas dire que la esclave, c'est une mauvaise chose. Nous ne pouvons pas le dire d'emblée. Nous ne pouvons pas dire que l'intégration ou la libre circulation ont échoué. Non. Nous devons intégrer le fait que nous ne sommes pas
nous avons des histoires qui ont été, à un moment donné, travaillées de façon différente et qu'aujourd'hui, nous pensons que bien qu'il y a ce passif différent qui influence nos vies, nous devons avancer vers un objectif commun. Et donc, nous devons accepter que certains aillent vite, certains soient forts, certains soient faibles, certains soient posés, d'autres soient bruyants. Nous devons faire avec tout ça. Et c'est comme ça qu'un grand peuple se construit. C'est comme ça que l'Afrique de demain, dans 50 ans, pourra se construire. Il n'y a pas une formule. Il ne faut pas verser le bébé avec l'eau du bain. La zéclave, elle n'est pas aussi mauvaise que ça. Il faut simplement qu'on sache l'adapter en fonction des réalités que je viens de soulever. Donc, si j'ai un mot de fin, c'est celui-là, c'est que je suis optimiste, je suis positif. Je pense que nous traversons un pont à l'eau construisant et il faut justement le faire. Nous ne devons pas oublier ou nier tout ce qui nous a travaillé depuis la colonisation et même avant. Nous devons faire avec et nous devons savoir que l'avenir, c'est ensemble qu'il va se construire. Merci, M. Ndong, pour ce mot de fin. Mesdames, Messieurs, certains que vous en savez davantage sur la libre circulation des personnes et des biens dans le cadre de nos communautés économiques régionales, à l'aune de la mise en action de la zone de libre-échange continentale, nous vous donnons un autre rendez-vous, cette fois-ci, pour parler de rationalisation des communautés économiques régionales. À très bientôt sur Africa TV. Merci, M. Ndong. Merci. Merci, Dr. Eko. Je vous en prie. Merci, M. Abdoulaye. C'est moi qui vous remercie. Merci, M. Benjamin Alaham. À très bientôt sur Africa TV.